Aux marches du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou, au beau milieu d'immenses champs dont les couleurs et les nuances évoluent au gré des saisons, à quelques kilomètres de la chaumière où un certain Rabelais a vu le jour il y a plus de 5 siècles, un village endormi porte le nom d'un célèbre cardinal. Une bourgade membre de l'association des petites cités de caractère de France dont un ami m'a parlé après l'avoir traversée par hasard en moto. Il n'y a pas 2 endroits comme ça dans la région, et Dieu sait si je la connais bien cette région. Je ne t'en dis pas plus. Je te laisse monter sur ta bicyclette et aller faire la connaissance de ce village. Au départ de Chinon, je questionne quelques locaux sur ce mystérieux village. Les avis sont plutôt négatifs. On m'indique notamment que cette bourgade sans âme perd un à un ses habitants depuis des années et qu'elle est de ce fait condamnée à mourir dans l'oubli. Quitte à aller vous perdre dans ce coin-là, vous feriez mieux d'aller visiter le château du Rivaux. C'est moins loin et au moins vous ne perdrez pas votre journée. Les Chinonnais sont traditionnellement assez chauvins. Par conséquent, je ne prends pas leurs remarques pour argent comptant. Je vais de surcroît avoir le plaisir de pédaler sur la voie verte, une piste cyclable reliant les 2 communes fraîchement sorties de terre. D'une blancheur parfaite, elle s'apparente à une gigantesque craie qui fend les champs de maïs de la vallée de la Veude. Enthousiaste à l'idée de découvrir un nouveau pays, je pédale avec vigueur et atteins rapidement Champigny-sur-Veude, village plongé dans un silence que seul le bruit sourd de la cloche de l'église vient brusquement briser. Je fais par hasard la connaissance de la mascotte locale. Un prince au cou courbé qui passe le plus clair de son temps à défiler sur les eaux paisibles de la Veude. Quelques mètres plus loin, je tombe sur la gare du village. Abandonnée par les trains à l'aube des années 2000, elle regarde désormais passer les locaux avec nostalgie, ruminant une époque où elle était incontournable. Théâtre d'adieux et de retrouvailles empreint d'émotion. Les années ont passé et la nature a petit à petit repris la main, la verdure envahissant progressivement les rails fatigués par le passage des locomotives. Une petite heure après mon départ de Chinon, j'aperçois le clocher d'une église s'élever dans ce ciel bleu lagon. Surpris par le tableau qui s'offre à moi, j'avance prudemment vers l'imposante porte d'entrée du village de Richelieu, ma destination du jour. Qualifié jadis de plus beau village de l'univers par Jean de La Fontaine, Richelieu se distingue de par son architecture atypique. Entourée d'imposants remparts et de larges douves, elle est seulement accessible via 3 portes monumentales. S'étirant sur 600 mètres de long et 400 mètres de large, elle est basée sur un plan à damier sur le modèle des villes romaines et porte le nom de son fondateur, le célèbre cardinal de Richelieu. Principal ministre du roi Louis XIII, il rachète le village de ses ancêtres en 1631 et entreprend la conception d'une ville nouvelle, symbole de son pouvoir et de son ambition. Après des mois de tractation, il venait en effet d'obtenir de son monarque l'autorisation de construire un bourg clos de murailles et de fossés. Tous les Chinonnais m'ont dit que cette cité était morte, et pourtant lorsque je pénètre par-delà ces remparts, j'entends battre le cœur de chacune de ces maisons. Les hôtels particuliers s'élèvent de part et d'autre de la grande rue,
Leurs portes y sont colossales, comme si elles n'étaient jadis franchies que par des géants. Richelieu retrouve son atmosphère d'antan tous les 2 ans à l'occasion du festival de Cap et d'Épée. Le temps d'un week-end, la cité est envahie par des passionnés de la Renaissance qui déambulent dans les rues de la cité en tenue d'époque, tabards de mousquetaires pour les hommes et robes de comtesse pour les femmes. Des musiciens, danseurs et saltimbanques investissent également les rues et nous font revivre cette époque qui inspira Alexandre Dumas pour l'écriture de son roman Les Trois Mousquetaires. En arpentant les ruelles baignées de soleil de la cité, je fais la connaissance d'un vieil homme qui se présente comme le patriarche local. Amusé par mon idéalisme, il me confie qu'il existe à la sortie de Richelieu un lieu où le temps s'est arrêté depuis qu'on y a démoli pierre par pierre le château du cardinal il y a près de 2 siècles. Un parc enchanteur, vaste de 475 hectares et ceint d'un mur s'étendant sur près de 7 kilomètres. L'atmosphère incomparable qui règne au sein de ce parc me procure immédiatement une réelle sensation de paix et d'espace. Je découvre avec émerveillement les arbres de Judée, calocèdre, séquoia, marronnier centenaire, cyprès chauve, florilège d'arbres rares qui peuplent ce royaume végétal et lui confèrent un aspect féerique. Du château, il ne reste presque plus rien, si ce n'est le pavillon des écuries, une orangerie, un hémicycle, ce qui permet à mon imaginaire de recréer cet édifice qui, selon les historiens, fut le plus grand château de France avant Versailles. Le Mable, parfois ruisseau, parfois rivière, irrigue silencieusement les artères du parc. Le vent souffle et fait frémir les aiguilles des sapins qui bordent ses rivages. J'aimerais monter dans une barque et voguer sur cette voie d'eau, comblé de ne rien faire, attendant patiemment que les rayons du soleil me rougissent la nuque.